Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Altitude, bienvenue dans votre émission de sport hebdomadaire, lundi sport, comme tous les lundis soirs de 20h à 21h. Nous sommes donc présents de nouveau ce soir avec Fred et Jérémy, évidemment, les chroniqueurs de cette émission lundi sport. Bonsoir à vous les amis, ça va? Ça va Richard, salut à tous, bonsoir à tous. On est là. Après 2 semaines, si on peut dire, de congé. Ouais, l'émission nous a manqué, je t'avoue. Avec notamment ce lundi sérieux de Pâques, et puis on a eu un petit écoute 2 semaines de ça, qui nous avait empêché de faire animer l'émission il y a 2 semaines. Bon, c'est pas grave, on est de retour, on va pouvoir débriefer toute l'activité sportive de la semaine. Et chose exceptionnelle, cette semaine, les amis, nous avons 2 invités exceptionnels, puisque nous avons, si l'on peut dire, alors le président de l'association sportive des salaires d'histoire, oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Voilà, avec donc le président de l'association, Olivier Giroud, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et puis, Max également. Comment on veut te présenter? Bonsoir. Je te présente comme le vice-président du club. Alors, non, parce que je ne le suis pas, donc. Comme un membre. Membre effectif du club sociaux des salaires. Complètement, ouais. D'accord. Voilà pour nos invités qui vont nous présenter leur club, leur association. Une petite particularité quand même. De quel sport on parle? Et on parle évidemment de football américain. Voilà, de football américain, association de football américain, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire au niveau du sommaire de l'émission, on va d'abord revenir évidemment sur nos chroniques habituelles. Donc, nous parlerons évidemment de notre page régionale avec le Clermont Foot, Fred, l'SM Clermont-Auvergne. Puis nous reviendrons sur la Liga NOS, la Ligue 1, la Ligue des Champions. On aura quelques brèves en fin d'émission, mais avant ça, donc, on abordera pendant une bonne 21 minutes, une bonne demi-heure, notamment on fera une revue justement sur votre association, les amis, les salaires d'histoire. Voilà, bon, en tout cas, je vous invite, n'hésitez pas à intervenir au cours de l'émission sur la première demi-heure, si jamais vous avez envie d'intervenir, par exemple sur la page YouTube, la page foot,
football, de soccer, si on peut dire. Je regarde bien de temps en temps. T'arrives, ouais, quand même. Ouais, ça m'arrive. Ok. Bon, bah écoute, avec on va en parler. Donc, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Allez, on va tout de suite lancer cette émission avec toi, Fred, et donc le Clermont Foot, 31e journée de Ligue 2. Le Clermont Foot qui se déplaçait sur le terrain de Nîmes. De Nîmes, tout à fait. Une équipe qui se bat pour la montée en Ligue 1 et qui, avec sa. C'est vrai, malgré tout. Hein. Et le Clermont Foot qui est resté sur 2 victoires consécutives et qui là allait essayer de chercher sa 3e victoire consécutive, dont la 2e à l'extérieur. La 2e à l'extérieur, et puis avec un 2e but consécutif de Diédu. C'est ça, Diédu qui est l'homme providentiel en ce moment. La recrue du mercato d'hiver. Il faut rappeler quand même que c'était un contexte un petit peu particulier, puisque Nîmes, tu l'as dit, joue la montée. Pourquoi ils jouent la montée? Parce qu'ils ont déjà la sanction de descendre d'une division automatiquement dans l'affaire des matchs arrangés. Et que donc leur seul salut passe par la montée pour ne pas fausser ce championnat. Et le Clermont Foot qui s'est imposé à l'extérieur dans un match qu'on peut qualifier quand même de, on va dire, allez, soporifique. Je dirais pas ça parce que Clermont a vraiment bien dominé ce match. Ils ont vraiment une grosse emprise sur ce match. Victoire méritée. Ah ouais, complètement. Ouais, 2-3-0, c'était pareil. Domination totale sur ce match. Avec, on va le rappeler, donc l'ouverture du score de Diédu en deuxième mi-temps. Mais on a vu encore une fois une équipe du Clermont Foot qui a progressé. On sent quand même une petite progression linéaire sur cette deuxième partie de saison, tant en termes de solidité défensive, mais aussi d'animation offensive. Et puis cet attaquant là, qui arrive en deuxième partie de saison, Diédu, qui a produit quelques buts depuis sa reprise. Ouais, même s'il manque encore des occasions assez immanquables quand même. Voilà, c'est vrai. Je me souviens de 2 pendant ce match. Il y a quand même 2-3 occasions qui auraient pu être facilement transformées, mais bon, ça va être l'essentiel, c'est la victoire. Et comme on l'avait pas forcément pu l'indiquer il y a quelques semaines de fois, c'est la 3e victoire de vent pour le Clermont Foot, 3e victoire d'affilée. C'était plus arrivé depuis l'année dernière, le début de saison de l'année dernière, les 3 premières journées de l'année dernière. Oui. Donc ça faisait un moment. Voilà, donc ce qui va permettre certainement au Clermont Foot de se maintenir en deuxième division, puisqu'ils ont maintenant 38 points. On sait qu'une fois que les 2 passent la barre des 40 points, on a quasiment assuré le maintien. Oui, pour ça, dans cet objectif-là, les 3 prochains matchs vont être vraiment super importants, notamment les 2 prochains, avec la réception d'Orléans vendredi soir au Gabriel Montpied et le déplacement à Réunion la semaine prochaine. Oui, même si on est grandement rassuré parce qu'il y a des équipes qui sont quand même bien décrochées. Et que cette fameuse dernière place, 18e place, va peut-être jouer pour le maintien, puisque Nîmes est descendu d'office. Mais le Clermont Foot s'est donné beaucoup d'air. Il commence déjà un petit peu à se projeter sur la saison prochaine, puisque se murmure qu'Olivier Chavanon est progressivement poussé hors de l'équipe première. Je pense que ça ne passe pas du tout avec Corinne Diacre depuis le début de saison. Ça avait un peu clashé avec Elena Costa le peu qu'elle avait vu du club. Et je crois que le Clermont Foot se projette un peu maintenant que le trou est fait et que le climat est un peu plus apaisé. En effet, on le sent, et c'est vrai qu'il y a eu des images un peu démonstratrices, si on peut dire, de ce regain de forme et peut-être d'une sorte d'animation collective avec vraiment un groupe qui s'est créé dernièrement. Notamment à la mi-temps d'un fin de match, on a vu les 11 joueurs se regrouper, les 15 joueurs se regrouper et faire une sorte de cercle pour, je ne sais pas, peut-être discuter au niveau de l'animation du match. Je ne sais pas si tu as vu ça sur la vidéo, à la mi-temps. J'ai trouvé ça assez intéressant au niveau de l'analyse factuelle du résultat. On sent qu'il y a un vrai groupe qui s'est créé peut-être ces derniers matchs. On n'avait pas dans le début de saison, Jérémy, il y avait eu de gros problèmes avec la cote, avec certains joueurs qui ont été rapidement écartés au mercato. C'était justement l'objectif de Corinne Diacre, c'était le groupe, c'était l'esprit de groupe, c'était éliminer entre guillemets ceux qui ne voulaient pas s'inscrire dans le projet ou ceux qu'elle estimait être pas conformes à l'esprit qu'elle voulait développer. Et elle a peut-être raison quand on voit le comportement collectif en cette fin de saison. Exactement. Prochaine journée donc du Clermont Foot, ça sera à la maison évidemment. Prochain match. Orléans, vendredi soir contre Orléans. Ils vont recevoir Orléans. Donc on rappelle Clermont Foot 13e avec 38 points qui a maintenant 8 points d'avance sur le premier relégable. Un bon matelas. Un bon matelas d'avance. On va enchaîner sur notre page régionale avec l'ASM Clermont-Auvergne qui, quant à lui, recevait Oyonnax.
dans ce match de top 14. En fait, c'était la combien de journée? C'était la 22e. C'est bien maintenant que tu demandes aux autres, t'évites de prendre. Voilà, exactement. Sans pas se tromper. 22e journée top 14, ça nous rappelait Fred et une équipe énormément remaniée. Et ouais, la SN qui, après son quart final européen la semaine dernière contre Northampton, bien gagnant, avait changé les 15 joueurs au départ pour recevoir Oyonnax, qui est une équipe cette saison qui se débrouille pas mal, qui est en course pour les phases finales du top 14, et qui se bat avec ses moyens, mais qui se bat bien. Et les Oyonnaxiens sont venus créer la surprise au stade Marcel Michelin, avec une victoire 11-10 sur la SN. Une victoire qu'on n'a pas vu arriver, mais qui en même temps, peut s'expliquer par le contexte, ces matchs intercalés entre deux échéances de Coupe d'Europe, qui font que peut-être l'esprit était un petit peu ailleurs. Les joueurs en manque de temps de jeu. Notamment le retour de Mathieu, déjà, qui revenait de blessure, qui n'a pas joué depuis novembre. Ouais, qui a eu la crampe, dont on ne sait pas dans quel état d'esprit il est, on sait que son départ est déjà acté, qu'il a très peu joué de la saison, des joueurs qui revenaient un peu de blessure. Delaney aussi, qui jouait et qui est sorti sur blessure aussi. Donc, une équipe un peu composite, mais malgré ça, la SM aurait dû faire mieux, mais c'est une mauvaise surprise. Oui, exactement, dans le cas notamment de valider rapidement cet accès au play-off, aux 6 premières places du championnat, même si, on sait de manière quasi certaine que la SM Clermont-Auvergne fera partie des sites qualifiés. C'est plutôt peut-être surtout le but principal de participer et d'être dans les deux premiers. Oui, c'est ça. C'est surtout l'enjeu, il est d'être dans les deux premiers et d'éviter les barrages. Le week-end, la contre-performance a un petit peu contrebalancé par des résultats qui sont plus ou moins favorables, avec pas mal de grosses équipes de haut tableau qui sont un peu pris les pieds dans le tapis. Sauf Toulon qui continue d'engranger et qui fait le trou. Malgré une équipe bis, soit dit en passant. Ouais, mais l'équipe bis de Toulon, si tu veux. L'équipe bis de la SN est pas mal non plus, normalement, sur le papier du moins. Il y a pas mal d'équipes qui aimeraient avoir l'équipe bis de Toulon, je pense. Tu viens de le dire, Racing Métro notamment qui a fait match contre Montpellier, donc Stade Français aussi. Deux matchs nuls ce week-end. Stade Français également, à l'extérieur à La Rochelle. Là, il faut bien un petit billet sur un de Vieux par ailleurs, il se fait un petit peu d'argent là. Ça c'est sûr. Le rugby, ça paye. Et donc notamment Toulouse s'imposait face à Bayonne 20-17, on rappelle le résultat. Brive qui s'impose face à Lyon dans le cadre du maintien, victoire importante de Brive, 22-20. On rappelle Clermont défait à la maison face à Lyon, 10-11. Grenoble défait à domicile face à Toulon également, 24-35. Et Castres qui s'imposait face à Lyon Bordeaux-Bègles. Un petit Castres parce que Castres et qui sort de la zone de relégation. C'était quand même difficile à croire. À un moment donné, oui. Au mois de novembre-décembre, Castres qui était au fond du trou, et bien entré dans cette dernière phase du championnat, et là finalement qui ressort de cette zone de relégation. Qui ressort et qui a fait les 1 ou 2 résultats qu'il fallait pour reprendre confiance. Après, on sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe, les résultats récents de la dernière saison l'ont prouvé, mais ça va jouer jusqu'au bout. Ils sont dans une dynamique positive. Exactement. Et pour revenir sur SM Oyonnax, c'est vraiment l'équipe en forme. Ils ont signé leur 6e victoire sur les 7 derniers matchs. C'est quand même assez impressionnant. C'est ça. Et ils montrent qu'ils n'ont rien à envier aux équipes. Exactement. Un petit mot peut-être, tu disais Max, tu nous parlais un peu, est-ce qu'il t'arrive d'aller voir des matchs de rugby, je sais pas, l'ESM. Moi je suis un ancien joueur de l'ESM. À la base oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est vrai que tu provenais du rugby avant d'être intégré dans le foot américain. Complètement, même si ça n'a pas forcément amené un plus, parce que le foot américain est quand même assez différent. Le rugby, même si c'est le sport de contact, c'est pas la même approche. Un dérivé, déjà sur comment dire, sur le temps de jeu, parce que le rugby c'est un peu comme le foot, on a des temps de jeu un peu plus constants. Le foot américain c'est sur des phases de jeu qui vont arrêter, qui peut donner un impact assez important sur peu de temps, non? Je pense que le rugby moderne est en train de vraiment commencer à arriver sur vraiment des séquences. Des séquences, si on regarde bien, il y a vraiment tout est fait pour aller couper la séquence à un certain moment pour pouvoir relancer la séquence. Le professionnalisme a amené pas mal de ça au rugby. On est de moins en moins, pour moi, ce qui se sépare tout de suite, c'est la mêlée. Tant que le rugby continue à garder la mêlée, je pense que
Voilà, après, ça commence à se rapprocher un petit peu. On voit des attitudes sur le bord du terrain, ou le long des rugs, par exemple, les mecs se mettent en 3 points, qui est une typique en foot américain. Je pense qu'il commence à y avoir des. Moi qui ai fait les deux, je pense que pratiquer les deux, c'est un petit plus quand même à la sortie. Olivier, tu le vois peut-être notamment, alors est-ce que vous, ça a été le cas, on en parlera tout à l'heure au niveau du club des salaires, mais vous avez peut-être eu quelques arrivées en termes de licenciés avec des joueurs provenant de la section rugby? Bien très peu. Pas tant que ça en fait. Très très peu finalement. C'est un Olivier. Ouais, un seul. Finalement, des gens qui avaient fait du sport auparavant, sur le soir, on s'est retrouvés avec quelques-uns qui avaient fait du handball. Effectivement, quand on connaît un petit peu le handball, c'est aussi un sport de contact. Alors, c'est moins évident à première vue, mais j'ai fait un petit peu de handball aussi à une époque, et c'est aussi rude comme sport. C'est relativement complet. Oui. Karabatic, moi je le prends dans mon équipe de foot, il n'y a pas de problème. Pas que le reste aussi. Le reste aussi, ça va bien. Donc, c'est pas très grave en fait pour nous, le passé sportif, si vous faites du rugby, du handball ou quelque chose d'important, c'est de venir s'amuser. C'est tout ce qu'on demande. On a l'avantage d'avoir un encadrement qui est très qualifié. Notre directeur technique, c'est Thomas Châteaubriand, c'est quelqu'un qui a joué pendant plus de 10 ans en équipe de France, qui a été capitaine de l'équipe de France pendant une Coupe du Monde, qui a passé, je ne sais plus combien d'années, d'être 24 ou 25 ans de football, plus de 17 à coacher. C'est quelque chose sur lequel on s'appuie, une Bible. C'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer justement quand on cherche à développer, parce que non seulement c'est un très bon technicien, mais c'est aussi un excellent éducateur. On y reviendra tout à l'heure notamment, mais c'est vrai que c'était intéressant à voir, notamment un petit peu cette approche handball foot américain, donc on a quand même des licenciés du handball qui peuvent être aussi amenés à dériver vers le US. Après, c'est plus souvent des personnes qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent déjà le sport, qui sont intéressés, attirés vers ce sport. J'avais un exemple flagrant, moi qui avais également joué dans le foot américain il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si c'est d'un cas, mais oui, mais Étienne Roudel, c'est ça, je crois que c'est ça. Je connaissais sa sœur qui était au lycée et elle m'avait proposé de faire venir son frère là comme ça, le mec est sud-américain, il adorait le regarder et c'est devenu une masse, c'est devenu un super joueur. Il est juste international. Il a commencé très tôt. C'est international et il joue au Canada, quoi. Ah ouais, super joueur. Il est parti en Finlande là. Il est parti en Finlande cette saison. Et qui n'était pas plus épais que Fred à l'époque, c'est pour dire. Après, il s'y est mis à fond dedans. Je ne sais pas comment Fred doit le prendre, mais en termes de préparation physique, tout ça. Et voilà, c'est ce qui veut dire qu'au final, on peut très bien arriver avec n'importe quel type de gabarit dans le foot américain, on en parlera tout à l'heure, mais n'importe quel type de gabarit peut être amené à venir jouer au foot américain parce que notamment on a différents postes qui peuvent être adaptés comme le rugby, on voit des morphotypes, même si de moins en moins, parce que les professionnels, c'est un peu moins. Après, c'est la différence du niveau, c'est le palier à franchir, il faut avoir la dimension physique peut-être aussi. C'est important. Ouais, tout à fait. Allez, on va enchaîner tout de suite sur la suite de notre programme, évidemment. On venait d'aborder donc le Clermont Foot et la SM Clermont-Auvergne. On va revenir tout de suite sur cette journée de Liga NOS, Jérémy. Alors, je vais remettre la main sur ce numéro de journée. C'était la 28e journée de Liga NOS. On va rappeler les résultats, évidemment. Ouais, c'était la 28e journée. Ça avait commencé avec Arouca qui recevait Belenenses. C'est Belenenses qui s'impose 1-0 à l'extérieur. Maritimo s'impose sur la pelouse du Boavista 2-0. Benfica écrit l'Académica 5-1. Le Football Club de Porto s'impose à Rio 3-1. Dans le derby, Moreirense bat le Vitória Guimarães 2-1. Nacional bat Gil Vicente 3-2. Sporting Braga bat Penafiel 4-0. Et le Sporting s'impose à Setúbal 2-1. Reste à jouer ce soir Estoril qui reçoit Paços de Ferreira. Merci Jérémy. On va tout de suite passer à l'analyse des matchs, évidemment. Donc on va faire un petit zoom rapide sur les gros du championnat. Alors tout d'abord, Benfica qui lançait un petit peu les hostilités avec la réception d'Académica au stade de la Luz. Alors, chose particulière, évidemment, on le note pas mal en fin de saison, ce stade de la Luz qui se remplit très très bien en fin de saison. On va dire que les grosses échéances approchent, notamment à la fin du championnat.
Et le Stade de la Mousse encore pour un match, on peut dire, c'est un match de bas de tableau face à une équipe qui joue le maintien. Plus de 50 000 supporters au stade, chose rare quand même. On sent que les supporters s'investissent dans l'avenir du club et l'avenir proche notamment, avec Benfica qui joue le titre. Et donc Benfica qui évolue avec son équipe habituelle, Julio César au but, Maxi Pereira à droite, Luis-Ange Jardel dans l'axe, André Almeida à gauche, Samaris Pizzi au milieu, Salvio Gaetan sur le côté, puis Jonas Lima. Donc équipe classique évidemment, on rappelle que Benfica ne joue plus que les championnats, puisqu'ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et d'ores et déjà éliminés, plus de compétition européenne. Exactement. Et Benfica qui va rapidement débloquer le score à la 8e minute de jeu par le pied de Jardel de la tête. C'est ensuite Jonas qui double la mise à la 11e. Lima qui pose le 3-0 à la 19e minute sur penalty. Jonas double la mise à la 53e minute. On a une réduction du score de la part de Rafael Lopez à la 80e. Et c'est Forza, on va dire le récent joueur revenu de blessure, a été blessé depuis près d'un an déjà, international serbe, qui a marqué à la 84e minute, donc victoire large de Benfica, domination totale sur ce match, vraiment avec, on a vu une équipe de Benfica qui à la maison en tout cas est très à l'aise pour pratiquer son football, et dès que ça commence un petit peu à tourner sur les côtés, notamment par le Gaetan, par le de Maxi Pereira, Savio, on a quand même des individualités très très fortes. Et notamment c'est Jonas, encore une fois, on en parle toutes les semaines, mais Jonas... une vraie bonne pioche. Ouais, une vraie bonne pioche, un joueur qui est venu, il était en fin de contrat à Valence, qui est venu sans indemnité de transfert. C'est ça, à la fin du mois d'août. Exactement, qui a mis un peu de temps pour pouvoir se rôder au sein de l'équipe, puisqu'il est arrivé, il n'avait pas fait la préparation physique, mais à partir du moment où il a commencé à rentrer dans 11, il a enchaîné les buts, et là il en a 14 buts. Donc en championnat en 28 journées, voilà, c'est une bonne moyenne. Voilà pour cette info-là. Qu'est-ce que je voulais indiquer d'autre donc Fefza également a noté quand même le retour de Fefza, on avait dit, après un an d'indisponibilité. Donc voilà, Benfica qui mettait la pression sur le FC Porto, qui se déplaçait sur le terrain du Rio Ave. Déplacement difficile, puisqu'on va le rappeler quand même, Rio Ave qui avait tombé Benfica, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 semaines. Le match piège par excellence pour Porto. Qui garde encore un peu de retard sur Benfica, mais qui a encore une réelle chance de jouer le titre et de jouer un mauvais coup et un mauvais tour à Benfica dans cette dernière ligne droite. Exactement, puisqu'on va le voir, donc c'est Porto s'est imposé 3-1, mais c'est Porto qui évolue avec son équipe de la même manière habituelle, malgré cette échéance européenne qui va donc arriver très prochainement, mercredi. Fabiano au but, on avait donc Fabiano au but, Danilo à droite, Alexandro à gauche, Michael Marcano dans l'axe, Casemiro, Herrera et Oliver au terrain, et puis Quaresma, Brahimi et Aboubacar devant. Évidemment, on va rappeler que Danilo a signé au Real Madrid il y a près de ça, il y a 10 jours à peu près. Il y a 10 jours le transfert de Danilo au Real Madrid pour 31,5 millions d'euros. Tu as vu qu'on parle déjà de son remplaçant. On parle déjà de son remplaçant, un Italien, je crois. C'est un Brésilien, mais qui joue en Italie. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est Bruno Pérez qui joue au Torino, latéral droit du Torino, et apparemment on évoque la somme de 13 millions d'euros pour le potentiel remplaçant de Danilo. Ce que je trouve un peu cher. Déjà, c'est vrai que l'investissement de départ de Danilo avait été assez élevé à l'époque. C'est toujours relatif, quand ils vendent 40, c'était pas cher. Ouais. Ouais, mais la marge. C'est vrai qu'on imagine pas Porto. Déjà, Porto aller acheter un joueur dans un autre club européen, c'est déjà rare. Oui, c'est souvent ça. Et aussi cher pour un arrière latéral, ça demande confirmation. Il faut qu'il performe quand même, parce que sinon, c'est pas la plus-value. Et donc, l'FC Porto qui ouvrait le score par Quaresma sur penalty à la 25e minute. Danilo doublé la mise juste avant la mi-temps. Donc, c'est une belle frappe. Angle fermé. Danilo, d'ailleurs, qui en a 2 buts en 2 matchs. Ouais, avec un superbe but, on s'en souvient, sur la dernière journée, c'était contre. Je crois que c'était contre Estoril. Avec la superbe action que il avait laissé avec Estoril, 5 buts à 0. Et donc, superbe action collective. Et Danilo, qui, malgré le fait d'avoir signé au Real Madrid, ça n'empêche pas de rester concerné et notamment d'être décisif pour l'équipe. Réduction du score de Tarantini à la 71e et Hernani qui clôt la marque à la 84e minute de jeu. Hernani qui ouvrait son compteur de but au FC Porto. Un
récemment arrivé, fraîchement arrivé du Vitória Guimarães. Et oui, équipe dans laquelle son départ a fait beaucoup de mal. Oui, on va y revenir. Donc victoire importante de ces Porto, évidemment, qui recolle à 3 points du Benfica. On va noter également un Quaresma en très grande forme, Jérémy, qui a ouvert le score, il est vrai, face au Rio Ave sur ce match, mais c'est plus sur l'investissement dans le jeu, la participation du jeu. On sent un Quaresma là, qui, sur cette fin de saison, est en train d'accélérer. Et ça va être tout aussi intéressant parce qu'il faut quand même le rappeler, Telio s'est blessé il y a 10 jours de ça, et donc il va être indisponible pour les prochaines semaines. Il ne sera peut-être même pas présent pour le Classico face à Benfica en fin de mois. Donc c'était quand même important pour le FC Porto d'avoir un joueur de ce standing qu'on attendait pas forcément revenir à ce niveau-là, Quaresma, et qui revient à un niveau intéressant et qui a une motivation. On sent qu'il est revenu quelques années en arrière dans sa tête et c'est tout bénéfice pour Porto. Exactement. Voilà pour le FC Porto, donc victoire claire et on va dire imposante de cette équipe du FC Porto. Un petit mot quand même du Vitória Guimarães défait sur le terrain de Moreirense, Jérémy. Guimarães qui ouvre le score, mais malheureusement on a fait le match avec l'expulsion de Josué à la 19e qui forcément complique les affaires de Guimarães et derrière qui va prendre 2 buts. Oui, c'est une expulsion qui change la tournure du match avec Alex, le buteur qui d'ailleurs s'est blessé. Et Moreirense qui, alors là pour le coup c'est un vrai derby, seulement quelques kilomètres entre les deux équipes. Moreirense c'est un peu le petit frère qui grandit dans l'ombre du Vitória Guimarães. Et le Vitória qui continue sa descente aux enfers entre guillemets, puisque depuis le mercato d'hiver, il faudrait faire les statistiques, ils sont sur une série catastrophique. On rappelle qu'avant la trêve ils étaient à la lutte pour le titre avec Benfica et Porto, et qu'au jour d'aujourd'hui ils sont quand même 28 points, ils ne sont pas derrière Benfica. C'est pour vous dire un peu l'état de forme de cette équipe qui se fait rattraper par Belenenses qui est à un point derrière et qui va devoir cravacher pour garder cette 5e place alors qu'on les voyait jouer le titre il y a 3 mois à peine. C'est vrai, tout à fait. Alors après ils étaient peut-être en sur-régime, mais bon au final ce classement, cette 5e place reste très intéressante pour Guimarães. Ça reste l'objectif principal d'accéder à l'Europe, qui reste toujours pour l'Europe. On va également parler du Sporting qui s'est imposé hier soir face au Vitória Setúbal de 2-1, notamment avec l'ouverture du score de Mané à la 38e, Tanaka qui devait la mise à la 45e, et c'est Souk, le joueur je crois chinois, qui réduit la marque à la 47e. Bon, Sporting qui s'impose, Sporting qui n'a plus grand chose à jouer maintenant, si ce n'est qu'assurer cette 3e place. Assurer la qualification pour la Champions, en tout cas pour les tours préliminaires. On a le Portugais avec un buteur japonais, un buteur chinois, il va faire beaucoup dans l'histoire du foot. Oui, exactement. Et il a assez influent pour ce joueur, il est assez intéressant. On va noter quand même les absences de William et Silvani qui sont rentrés en cours de match suite à des limitations physiques. Donc c'était Tanaka et Rossel qui les avaient remplacés. Le Sporting maintenant qui va gérer tranquillement sa fin de saison. Même si c'est vrai, on peut le mettre en avant, ils ont des problèmes réguliers en défense centrale parce que c'est une des équipes qui prend le plus de cartons rouges cette saison au niveau de la défense. On a eu donc l'expulsion d'Everton qui est arrivé au mercato hivernal et qui a pris un double jaune sur ce match. Donc Marco Silva va être encore obligé de remanier sa défense centrale. Est-ce que ça va redonner une chance à Nabissa? Je pense pas. Il est vraiment au fond de la liste des défenses centrales. Il est 4e option parce qu'on a Tobias Figueiredo qui est juste derrière, donc celui qui devrait remplacer Everton au prochain match. Voilà. Et donc on note également l'absence de Cédric. Cédric qui n'a pas accepté de renouveler son contrat avec le Sporting. Il arrive en fin de contrat et là il a été donc carrément envoyé dans les tribunes. C'est Miguel Lopez qui l'a remporté sur ce match. C'est également le cas de Carrillo qui arrive en fin de contrat. Le Sporting lui a fait une offre de renouvellement, mais qui était refusée. Parce que, notamment au niveau des prétentions salariales, ça ne correspondait pas à ce que souhaitaient les joueurs. On rappelle que le Sporting, malheureusement, face à leurs besoins de gestion budgétaire, ne pas se permettre de proposer des salaires très élevés. Dans une phase de rigueur et c'est compliqué pour eux de s'aligner. Exactement.
Voilà pour le Sporting. On va rappeler quand même également un petit mot du Sporting Braga qui revient en grande forme. Après cette double défaite face à Porto Benfica, c'était assez compliqué, ils ont perdu cette 3e place. En tout cas, ils ont perdu cet objectif de pouvoir peut-être accéder à cette 3e place. Et Braga qui s'est refait la main, si on peut dire, avec cette victoire 4-0 ce week-end face à Rio Ave, un doublé de Pardo notamment. Penafiel, non Penafiel, merci Fred. Merci, face à Penafiel. C'est pour voir. Et notamment, je me suis trompé parce qu'il y avait également Coupe du Portugal en une semaine, battu Rio Ave 4-0, ce qui leur assure quasiment cette qualification pour la finale de la Coupe du Portugal face au Sporting. Ils n'ont plus qu'un match à jouer, match retour, mais bon, en ayant posé 4 à l'aller, quand même, ils ont quand même une marge de manœuvre. Voilà pour Championnat portugais. On va revenir quand même sur le classement. Donc au classement, Benfica premier avec 71 points, le FC Porto deuxième avec 68 points, Sporting troisième avec 60 points, Braga quatrième avec 53 points, Guimarães 5e 43 points, et puis en bout de tableau, Gilson 17e 19 points et Penafiel, bon dernier, 18 points. Voilà pour le championnat portugais. On va quand même rappeler la prochaine tournée qui va être importante quand même, puisqu'on a quand même un choc. On a des beaux matchs en perspective. Le derby du Minho, Vitória Guimarães Sporting Braga, Porto reçoit l'Académica, le Sporting Portugal reçoit Boavista et le Benfica se déplace sur la pelouse de Belenenses pour un petit derby lisboète. A noter que notamment la Ligue portugaise a décidé de faire jouer le FC Porto et le FC Benfica à la même heure, samedi après-midi. Voilà, juste avant ce gros classico qui aura lieu le dernier week-end d'avril avec Benfica qui recevra Porto certainement pour le match de la dernière chance. Normalement, s'il n'y a pas la finale de la Coupe. Le match de Coupe de la Ligue a été décalé. Voilà pour le championnat portugais. Alors on va tout de suite enchaîner sur la Ligue 1 avec toi, Fred. Et bien allons-y, 32e journée de Ligue 1, une Ligue 1 dont les deux premiers au classement ne jouaient pas ce week-end. Le PSG exempt parce qu'ils jouaient la finale Coupe de la Ligue, c'était une bonne équipe, qu'ils ont remporté facilement contre Bastia, 4-0 d'ailleurs. Ouais, on va pas revenir sur ce match, mais match sans discussion possible et une 5e Coupe de la Ligue pour le club parisien. Voilà, c'est plutôt pas mal, on va dire. Et Cavani qui revient en forme, qui signe son retour en forme par un doublé. L'Olympique Lyonnais également, qui est deuxième, qui n'a pas joué et qui recevra Bastia d'ailleurs mercredi pour un match en retard important pour les Lyonnais dans l'optique du moins du titre, au moins d'une place en Ligue des Champions. Et Monaco, troisième, qui a chuté cette troisième place d'ailleurs, j'aurais dit. Marseille, qui s'est fait surprendre à Bordeaux. Et ouais, surprendre un peu entre guillemets volé, on peut le dire, même si on est neutre, on peut le dire. Et Monaco qui a gagné 3-0 à Caen ce week-end, et du coup Marseille qui passe 4e grâce à sa défaite à Bordeaux 1-0. Et la 5e place, on retrouve dans le haut du classement la 5e qui a battu Nantes 1-0. Et qui est en forme, une équipe en forme. Et 3e victoire consécutive, je crois, il me semble. Et du coup, la 6e place, c'est Bordeaux qui est là et qui est dans cette course place européenne. Ouais, un resserrement en tête de championnat. Et sur les 6, on aura peut-être les 6 qui défendront les couleurs françaises en Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est bien possible parce que si le PSG remporte les deux coupes, comme tu as dit, la 5e et la 6e place seront européennes. La 5e est déjà, il ne reste plus que la 6e. Il n'y a plus qu'à. Voilà, au niveau on va rappeler le classement avant que Richard lance la suite. Avec le PSG qui est toujours premier avec 62 points, Olympique Lyonnais deuxième 61 points, troisième Metz, Monaco du coup avec 58 points. Le quatrième Olympique de Marseille 57 points, cinquième Saint-Étienne avec 56 points et sixième Bordeaux avec 54 points. Derrière c'est un peu déjà décroché. Exactement, il y a déjà le trou qui est fait. Et puis en bas de tableau, on a une lutte acharnée quand même. On a deux équipes complètement décrochées que sont Lens et Metz, mais on a quand même pour cette dernière place une lutte entre au moins 4 ou 5 équipes. Et une victoire très importante de Toulouse face à Montpellier ce week-end, un but à 0 et une défaite également importante du côté d'Evian qui a perdu contre Lille 1-0. Et du coup, Evian se retrouve plus qu'à un point de Toulousain. Le système c'est encore entier jusqu'au bout, du bout, en bas, que ce soit pour le titre ou pour la relation. Exactement. Et la semaine, là, en fin de semaine, il y aura de très belles rencontres, notamment avec Nantes qui recevra l'Olympique de Marseille, le PSG qui se déplacera à Nice, et un derby entre l'Olympique Lyonnais et la Saint-Étienne dimanche soir.
Impeccable, vous avez été très très concis sur cette analyse de cette journée de Ligue 1. Allez, tu peux balancer ta musique. On va pouvoir, alors on va en parler plus tôt en fin d'émission. On va tout de suite enchaîner sur nos invités. Et après on fera les brèves avec un nouveau chroniqueur que vous aurez l'occasion de découvrir, qui sera présent régulièrement. On fera les brèves et puis on parlera Ligue des Champions pour clôturer cette émission. On va revenir tout de suite sur évidemment nos invités. Sailors. Enfin non, toujours pas l'américaine. Voilà. Auvergnat à l'ancienne, les salaires donc d'histoire qui sont présents ce soir. Et ça va vous permettre un petit peu de connaître votre club, de communiquer un petit peu sur ce club qui reste dans une évolution constante, si on peut dire, Olivier, puisque ça reste un club très jeune. Ça reste un club très jeune puisqu'il n'a que 4 ans. Après, on a l'avantage d'avoir tous dans ce club, les fondateurs, une expérience associative et une expérience dans le football américain, ce qui nous permet, je dirais, par rapport à d'autres associations, de démarrer un petit peu plus vite. On est rompu à la fois du côté gestion, du côté football, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, par exemple avec Thomas Chakarian ou même Maxime, qui sont des anciens joueurs de foot qui ont beaucoup d'expérience, donc qui nous permettent de facilement encadrer les jeunes, puisqu'une bonne partie du projet sportif côté football américain est tourné vers les jeunes. On essaye de développer, cette année on avait une équipe junior, et l'année prochaine on a pour projet de développer une équipe cadet, donc moins de 16 ans. C'est pas, on a le football américain, c'est intéressant justement d'avoir ces invités-là, parce que c'est pas un sport dont on a l'habitude de parler, c'est pas un sport très médiatisé, et c'est pas un sport qui est dans notre culture européenne. Est-ce que c'est pas compliqué d'attirer les jeunes vers le foot américain? Je veux dire que comme il y a du brillant, il y a l'équipement, le casque, etc., ça fait que tu vois tout de suite que tu es différent. Et tu sais, les jeunes à cet âge-là, ils aiment être différents quelque part. C'est vrai, ça attire. Ça on a ce gros avantage-là. C'est spectaculaire. Ouais. Il y a beaucoup de spectacles. Dans tous les autres sports, quand vous regardez, plus ça va, plus il y a du spectacle qui est autour. C'est vraiment un vrai show. Quand on voit les matchs du tournoi, par exemple, au niveau de rugby, maintenant c'est des shows entiers avec des feux d'artifice, c'est pour aider les Américains, eux ils le vivent sur toute la journée en fin de compte le match. Donc on s'en approche quand même un petit peu. On commence à avoir des gens qui sont prêts pour justement passer du temps sur la discipline et qu'on ait un petit peu pour tout le monde, parce que le monsieur viendra peut-être regarder le sportif par lui-même, mais peut-être qu'il peut avoir un spectacle qu'on sert à la mi-temps, que madame ça peut intéresser. Et là-dessus, nous on a Raymond pour les enfants. Avant de présenter Raymond, on va rappeler quand même déjà au niveau de la structure du club les différentes sections que vous proposez, puisqu'il n'y a pas que le foot américain. Oui, effectivement, l'idée de toujours pouvoir agrandir la famille. On a depuis septembre ouvert 2 sections supplémentaires, outre les sections juniors et seniors qui existaient au football américain. Donc on rappelle, seniors, c'est les plus de 18 ans, c'est ça? 19 ans. Les juniors, donc c'est entre 16 et 19 ans. Qui peuvent pratiquer déjà, vous avez une équipe de foot américain On a une équipe de football américain qui joue en championnat territorial. Comme en fait on n'est pas suffisamment nombreux pour assumer entièrement par nous-mêmes une équipe, on en entend avec l'équipe de Limoges et de Bergerac. Donc chaque équipe en gros a une dizaine de joueurs. Ça permet d'aller se balader à travers Poitou-Charentes, d'aller faire jouer les jeunes, et dans le projet toujours de former. C'est très intéressant parce que ça permet de confronter tout ce qu'on peut voir la semaine aux entraînements pendant une semaine, 2 semaines. Après, c'est d'aller le confronter en match face à des personnes qui ne connaissent pas forcément la même tactique, qui n'ont pas été coachées de la même façon. Donc, il y a toute cette adaptabilité qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes qui ne peut se faire que pendant un match. D'où l'importance pour nous de les avoir fait jouer cette année. Bien sûr. Et donc au-delà de cette section football américain, également une section flag. Une section flag et une section cheerleading. Alors on va faire, mais qu'est-ce que c'est que cette barre? C'est ce que j'allais dire. C'est une version sans contact du football américain. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le football américain, le fondamental c'est le bloc. C'est-à-dire qu'on peut venir mettre un échec quelqu'un qui n'a pas la balle pour permettre à celui qui a la balle qui est dans le de le faire avancer. Donc au fond, en fait, on supprime cet aspect-là. On supprime également le plaquage. On supprime toutes les phases de coup de pied, mais on a en fait l'essence même, la tactique, l'aspect technique sur tout ce qui est mouvement des pieds, des mains, etc. Et on vient simuler le plaquage par l'arrachage d'un flag, en fait une petite bande de tissu qui se trouve au niveau de la hanche. Le gros avantage de ça,
c'est que vous allez pouvoir être mixte. Tout à fait. Comme des garçons. J'ai vu pour ça samedi quand j'étais avec Richard, notre équipe en fait comporte un tiers de filles. Et ça se passe très bien. Ouais, c'est une sorte en fait, je sais pas si vous voyez, une sorte de pas des ficelles, mais. Rugby à toucher, Richard. Hein. Les gens ils commencent à prendre l'habitude de voir le rugby à toucher. Voilà, c'est ça. C'est adapté. Ce qu'on propose au H-Park un peu. Sur un indoor qu'on peut voir en indoor. Voilà. On peut jouer sur toute structure, c'est intéressant parce qu'ils peuvent jouer sur les parkings, ils peuvent jouer sur du gazon. Tout à fait. C'est vrai que c'est très formateur, ça permet déjà en plus de commencer un petit peu à assimiler notamment les règles de ce sport qui ne sont pas forcément évidentes tout de suite à assimiler parce que si on va sur la technicité, il y a quand même beaucoup de règles, ça peut aller très très loin, mais après si on reste sur le basique et notamment ce qui peut être dans le cas du flag, c'est assimilable assez rapidement, quoi. Tout à fait, en fait, les jeunes, au bout d'un mois, en s'entraînant 1 ou 2 fois par semaine, ils peuvent déjà vraiment faire du flag sans aucun problème. Ça veut dire qu'avec 10-12 heures de pratique, tu peux vraiment t'éclater plein pot, et comme tu peux mélanger tes garçons et les filles, tu n'as pas besoin d'être mono, tu t'adaptes, tu fais des équipes de 4, des équipes de 5, des équipes de 8, tu adaptes le largeur du terrain en fonction, le but c'est de s'amuser. Et derrière le mouvement, tu peux commencer effectivement à appliquer des bases techniques qui pourront resservir si tu derrière souhaites continuer le football américain. Il faut savoir que la France a pas mal performé au niveau flag durant les années, parce qu'il me semble, moi si je dis pas de bêtises, mais champion d'Europe. Champion d'Europe, champion du monde 2007-2009 si je dis pas de bêtises, et puis les filles ont dû réitérer l'exploit en 2011 au championnat du monde. Donc en fait, il y a une version, il y a une équipe de France féminine, une équipe de France masculine de flag, des championnats d'Europe, des championnats du monde, un championnat de France qui est organisé. Avec des réelles performances a priori. Avec des réelles performances, et derrière un petit peu en baisse en ce moment, mais je pense que d'un point de vue fédéral, ils sont en train de corriger ça. Au savoir qu'en fait, nous on appréhende le flag comme étant vraiment un sport loisir. Donc soit pour découvrir le foot pour aller au-delà, soit parce qu'on a peu de temps, parce que le football américain est un sport où il faut un bon nombre d'implications pour pas se faire mal, ne serait-ce que ça, avoir un bon nombre de préparation physique. Donc le flag, ça je prends mon cas personnel, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à consacrer au sport en soi, une fois par semaine, je vais me faire plaisir, je m'amuse et puis c'est très très rigolo. On arrive à aller faire 3-4 tournois gauche à droite chez des équipes qui ont un peu le même esprit que nous et puis on prend beaucoup de fun. C'est l'essentiel. Oui, ce que je vois, notamment, vous organisez quand même, vous participez à quelques tournois, en général, en plus, qui sont un petit peu éparpillés autour de la France, quoi. Oui, pour l'instant, on fait le choix de pas aller trop loin, mais on est allé à Nevers, on est allé à Saint-Etienne, on a organisé au mois de février un tournoi indoor, au Flag Arena, puisque justement, on peut jouer, comme il n'y a pas de contact et pas de chute, on peut très bien jouer ça sur un gymnase, ça pose aucun problème. Et le 7 juin, on fait un grand flag and barbecue, où en fait on va vraiment s'amuser, le prendre à la coude et en profiter j'espère faire du beau temps. N'importe qui pourra venir monter une équipe là, tu peux me noter dans l'esprit pour moi. C'est une bonne idée. Non, même ton équipe radio équipe, je ramènerai Badr Chajia, je vous écoute. Il y a un champion de flag là qui il a un petit peu de mal à se déplacer peut-être, il est plus aussi vif qu'avant, si vous avez l'occasion de le voir sur la détente. C'est précis un petit peu, je l'ai croisé c'est un peu épaissif, les bases sont là. Enfin bon, mais à l'occasion, c'est un plaisir de participer à cette section-là. Oui, écoute, c'est très bien. Et puis, donc, dernière discipline qu'on a chez les salaires, c'est le cheerleading, donc une discipline mixte, qui mêle à la fois de la gym, de la danse, du chant, de l'acro-gym. Les fameuses cheerleaders des universités américaines. Des universités américaines, voilà. C'est très très bien. Il y en a encore beaucoup qui confondent ça avec des pommes comme pommes voilà, c'est ça. C'est que les pommes de en fait, c'est de jolies petites filles qui bougent leur cul, alors que le cheerleading, c'est un véritable gymnaste avec une préparation physique adaptée, des choses comme ça. Enfin, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on assimile souvent le cheerleading aux pom-pom girls, mais on le voit notamment ici sur Clermont-Ferrand, parce que je ne vais pas nommer le club adverse, mais où il y a une section de cheerleading. Les adversaires, ils sont dans la même dynamique. Et puis les cheerleading, ils sont très bons. J'ai vu leurs entraînements, c'est vraiment. Les Servals notamment, où ils ont une section cheerleading qui s'est bien composée et qui performe énormément en championnat de France, qui sont qualifiés pour ils ont passé les qualifications. D'accord, ouais. Donc vous êtes vraiment, c'est vrai, excuse-moi Richard, mais c'est vrai, à vous écouter, vous êtes vraiment dans cette culture du divertissement, du plaisir,
on est un peu sur cette... Alors, j'imagine que vous avez aussi l'esprit, la performance et puis le gain des matchs, mais c'est vrai que ce qui transpire le plus de votre discours, c'est ce plaisir-là, en tout cas. C'est comme ça qu'on a construit le club, c'est parce qu'on a envie de se faire plaisir, tout simplement. Et là, je pense que Maxime ne dira jamais le contraire à ça. L'esprit de se faire plaisir, l'esprit de famille, on a envie de passer du temps ensemble, c'est-à-dire qu'il y a effectivement tous les entraînements, les matchs, etc. Et puis on a la possibilité, on a un club house, donc on s'y retrouve assez régulièrement, soit pour regarder les matchs ensemble, soit pour passer des petits moments, festoyer également, regarder bien cet esprit-là qui nous a mené depuis plusieurs années et qu'on souhaite transmettre. D'accord. Et au niveau visibilité, au niveau local, vous arrivez un peu à vous faire connaître, à avoir ce soutien public, on va pouvoir parler de Raymond, là, Jérémy, en termes de communication. Pour information, le premier match des salaires, on a pu avoir environ 600 personnes dans les tribunes. Ah ouais. Donc comme quoi il y a un potentiel. Après, on essaye justement de petit à petit, parce qu'on a un club jeune, donc de monter la structure pour pouvoir avoir suffisamment de spectacles à proposer. Donc on essaye petit à petit d'évoluer de façon à présenter vraiment un méga spectacle à toutes les personnes pour couvrir madame, monsieur, l'enfant. La famille est invitée au stade. C'est ça, c'est pour qu'on puisse le partager tous ensemble. Donc, tu peux enchaîner, oui, sur votre mascotte. C'est vrai qu'il y a un petit peu votre support principal. C'est important. Et puis nous, en plus, on a été un petit peu plus loin que ça sur le raisonnement parce que on a décidé de s'appeler les salaires parce que tout simplement, il y a plein de choses qui sont en direct dessus. Donc la vache, salaire, donc ce qui est important de le savoir, c'est qu'elle ne donne pas de lait s'il n'y a pas son veau qui est à côté, quoi. Donc belle image sur la famille et sur les valeurs qui sont les nôtres. Donc on essaye d'aller là-dessus. Et puis la vache, elle est quand même super puissante et un petit peu bizarre. Donc nous disons un petit peu bizarre aussi. Elle a son caractère. Ah oui. Je rajoute aussi le côté auvergnat qu'on invite totalement. Donc c'était vraiment un choix évident pour nous. Ouais, c'est important d'avoir notre mascotte. Donc notre mascotte qui va voir les jeunes, qui va voir les anciens. Récemment, elle a été visiter les maisons de retraite à Histoire. Donc vous êtes vraiment sur la dimension associative, sociale. Ouais, je pense que c'est important que le sport est là pour ça. C'est notre opinion. Hein. Je pense qu'on est là pour tous être ensemble, arrêter un peu, je dirais, l'ovisol, quoi. Alors une question, Olivier, parce que moi qui fais partie un peu de l'ex-équipe, on va le rappeler quand même, les Sailors, les salaires, pardon. C'est né un peu notamment d'une séparation. Bon, il y a un moment donné, il y a eu donc le Serval de Clermont-Ferrand, et puis bon, vous êtes amené au niveau d'effectifs, il y a eu des désaccords qui ont entraîné la création de ce nouveau club. Qu'est-ce qui a fait que les Salaires vous êtes installés à Issoire au final? Je me permets. C'est ma principale question au final. Tout simplement déjà, on s'était retrouvés donc sous le même maillot à la base à Clermont. Et puis il y a eu des changements de direction de la part du bureau. Nous on avait notre image qui était importante pour nous, c'est-à-dire la famille, être sérieux sans se prendre au sérieux. On n'était pas suffisamment extraordinaire pour ça, malgré le fait qu'on ait joué en première division avec Clermont. Hein. Et puis une réelle performance quand même. Hein. Oui, on a eu plusieurs internationaux, on a eu plusieurs joueurs qui sont partis jouer dans les grands clubs. Oui, parce que là où on parle de plaisir, de famille, etc., vous êtes quand même des bons joueurs. Rien que reparler de l'encadrement, on en parlait tout à l'heure, Olivier et Max, mais rien qu'au niveau de l'encadrement, des personnes comme Thomas Chakarian, c'est des joueurs qui ont évolué au très très haut niveau. Hein. Oui, on a eu Yann Ranier aussi, qui est aussi capitaine de l'équipe de France. On a eu Anthony Porte, qui a plusieurs sélections avec l'équipe de France. On a eu des joueurs qui ont joué un petit peu partout. On a eu la chance de former, on a même réussi, parce que c'est pour montrer à quel point on est bon. À quel point on est bon. Ouais, grande phrase. Ouais, mais on est bon sur la formation, parce que en 3 ans, on a réussi à amener un quarterback, donc un lanceur, aller faire les stages d'équipe de France junior. Donc, comme quoi, mais c'est important de le savoir, parce que pour ceux qui ont peut-être envie de tenter l'expérience, de franchir le pas, et pour les jeunes notamment, qui nous écoutent peut-être, c'est aussi de savoir que on n'est pas entre les mains de n'importe qui, on ne se lance pas à l'aventure, peut-être pour les parents qui ont un peu une crainte sur l'aspect physique de ce sport-là. Il y a des vrais éducateurs, il y a un grand encadrement de haut niveau, éducateurs diplômés, formés. Exactement, et c'est important, je pense, de le dire et de dire, voilà, on vient chez vous, on est entre de bonnes mains.
Il y a encore aussi là-dessus. Pour connaître, effectivement, ça fait partie de nos priorités, c'est bien de former nos éducateurs. Et là, on commence petit à petit à former ceux qui seront les éducateurs de demain également, puisque demain continue, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on développe de plus en plus de sections différentes, donc il faut étoffer notre staff. Et puis, le football américain est un sport où au plus le staff est grand, au plus normalement tu peux facilement performer parce que chaque coach va s'occuper d'un certain type de position, va pouvoir gérer tel ou tel aspect du jeu, donc ça facilite la performance ensuite. Exactement. Alors justement, pour revenir un petit peu à cet encadrement, au niveau du nombre licenciés, du nombre de licenciés, comment ça se passe? Vous avez combien de licenciés à peu près dans votre équipe actuellement? Alors, d'un point de vue purement sportif, on a 42 licenciés. On a 6 sur le cheerleading, 13 sur le flag et 23 sur le football américain. Et sur le football américain, on a 8 juniors et 15 seniors. D'accord. Donc après, le but du jeu, c'est de continuer d'augmenter pour qu'on puisse jouer des championnats régionaux pour commencer. On peut le rappeler, là, il y a un réel besoin en tout cas d'approvisionnement de joueurs. Hein, pour ceux qui peuvent se dire, tiens, je vais aller au salaire, mais j'aurais peut-être peur de jamais pouvoir jouer. Là, il y a une vraie opportunité en tout cas. Non seulement, mais de toute façon, c'est la nature même du football américain qui fait qu'une équipe, on peut être à 35, et je pense qu'on peut tous avoir du temps de jeu, en tout cas à 35, bien qu'il n'y ait que 11 joueurs à la fois sur le terrain. Les équipes américaines sont environ 45, 50, donc... Dans l'université, ils sont plus de 100, et de mémoire, en professionnel, ils sont 53. Ils sont limités à 53. Comme quoi, il y a vraiment de la place. De plus, si je peux me permettre, Richard, c'est... Quand tu me demandais pourquoi Histoire, tout simplement parce qu'on voulait essayer d'être assez loin de Clermont, parce que le but, c'est à la fin, c'est que le maximum de personnes qui jouent au foot américain, et on savait très bien que si on se mettait proche, il y a les gardes clochers, etc., ça ne nous intéressait pas. Donc voilà pourquoi on s'est expatrié un petit peu, justement, et on a trouvé de l'écoute sur la ville d'Histoire qui a créé nos projets, qui nous donne des très bonnes structures. Oui, ce qui n'est pas simple aussi, il faut le rappeler, c'est au niveau de ce sport, c'est que déjà en termes de budget, c'est pas simple déjà pour les déplacements, lorsqu'il y a besoin peut-être, notamment au niveau senior, d'aller disputer un championnat national, ça demande quand même peut-être un budget assez conséquent, parce que les déplacements sont importants quand même. Les déplacements sont importants, puis les équipes sont grandes, et comme on fait un sport de contact, on a toujours eu comme philosophie d'y aller en bus. Parce que y aller à plusieurs voitures, oui, ça peut être intéressant d'un point de vue financier, sauf que si l'un qui arrive dans tous les sports, se fait une cheville, pour rentrer, c'est jamais facile. Donc on a préféré jouer la sécurité là-dessus, et en fait, on fait 99% de nos déplacements en bus. Donc en plus, ça aide aussi un petit peu à souder l'équipe, ça me vient charrer. Oui, ça crée un... Ça crée un lien. C'est le cas de le dire. En effet. D'accord. On a loupé quelque chose. Qu'il y avait autre chose que vous vouliez, parler sur votre club? On a essayé, c'est bien. Ouais, il faut venir essayer. Celui qui veut venir essayer, où il va vous trouver et quand il peut vous trouver. Alors, s'il veut essayer le club ou le football américain, il peut venir sur le stade du Bois du Monde, ça ne s'invente pas, ça y sera. Les mardis et les jeudis de 19h à 21h. Pour la partie de cheerleading, c'est le gymnase Fernand Commune le samedi matin de 10h à midi. Et le gymnase de l'Israëlienne, le dimanche matin également, de 10h à midi aussi. Et puis après, vous pouvez de toute façon nous retrouver sur Internet ou sur notre page Facebook, il n'y a pas de problème, on répond assez vite. Surtout, aller chercher la photo de Raymond, ça vaut le coup d'œil. Il est magnifique, notamment. Il est magnifique. Très beau. Voilà, donc pas hésiter notamment à venir essayer, parce que bon, là on ne l'a pas indiqué, mais vous fournissez notamment les équipements pour les essais, pour les pour les matchs, comment ça se passe, vous avez une location, peut-être des équipements bien sûr, quand on vient essayer, il n'y a pas de problème, on prête l'équipement, et puis après on a réussi au fil des années à se constituer un petit stock de matériel, donc c'est relativement facile de pouvoir le louer au sein du club. Donc effectivement, je dis tiens, je vais essayer une première saison, je vais voir ce que ça va donner sur le long terme. C'est probablement mieux de la première année faire de la rotation plutôt que d'investir dans du matériel. Et après, de toute façon, on est là aussi pour conseiller les gens, pour savoir quel type de matériel acheter, en fonction de l'implication, de la position, ce genre de choses-là. Exactement.
Eh ben merci à vous, Max, Olivier. On va pas se quitter tout de suite, mais on va terminer par nos 2 derniers thèmes à aborder avant de clôturer l'émission. Il est 20h55, vous êtes toujours sur Radio Altitude 97 MHz. On laissera peut-être le lien vers leur site et leur page Facebook. Ah oui, on n'hésitera pas évidemment. On rappelle, on a donc nous-mêmes un lien Facebook, la page Lundi Sport sur Facebook. Donc vous pourrez notamment écouter bien évidemment cette émission en podcast donc sur le site YouTube, mais on transmettra le lien notamment sur notre page Facebook. Voilà, allez, on va terminer l'émission sur notamment la Ligue des Champions déjà. On va revenir sur ce thème-là puisque là c'est l'actualité. C'est l'actualité chaude du moment. Chaude du moment, hein, Jérémy, avec notamment 2 équipes françaises en lice toujours pour les quarts de finale et notamment le Paris Saint-Germain qui va recevoir le FC Barcelone mercredi. Et oui, le Paris Saint-Germain qui reçoit le Barça, on a envie de dire encore, puisque ça fait quand même quelques confrontations entre les 2 équipes. On se souvient qu'il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain avait été éliminé au même stade de la compétition contre Barcelone sans perdre, ni à l'aller ni au retour, et que les 2 équipes se sont affrontées en poule avec une victoire pour chacun cette saison. Quoi dire? Et là, quelques absents, notamment côté parisien, puisqu'il faut souligner les absences sur blessure de David Luiz, Verratti ou suspension de Serge Aurier. Thiago Motta est incertain. Côté catalan, seulement Dani Alves va manquer. Et bien, match aller au Parc des Princes. On sait que les matchs allés, c'est jamais simple. Il faut éviter la casse pour jouer vraiment la qualif sur match retour, c'est souvent le cas. On sait que Barcelone, c'est la 8e saison consécutive où ils sont en quart de finale, ce qui n'est quand même pas rien et qui montre quand même une régularité à ce niveau-là qui est assez bluffante. Côté Barça, est-ce qu'ils sont en forme? Plutôt 30 victoires sur les 34 derniers matchs. C'est assez bluffant. Ils ont perdu ce week-end. Ils ont fait match nul ce week-end. 2 buts partout contre Séville. Ouais. Luis Suarez reste sur 9 buts lors de ses 9 derniers matchs. Messi et Neymar sont là. Bref, Paris a de quoi trembler. Oui, ça va être assez compliqué, c'est vrai, pour les Parisiens. Surtout au vu des absents qu'on peut indiquer, parce que c'est qu'il y a 4 absents de marque. Il y a une belle colonne vertébrale, j'ai oublié Ibrahimovic. Il est tellement grand que j'ai oublié. Donc, c'est très en forme. Qui est en pleine forme, qui est bien énervé, et donc tout comme il faut, sauf qu'il est suspendu, on s'en souvient suite à son expulsion à Chelsea. Une colonne vertébrale, David Luiz derrière, Thiago Motta au milieu, Ibra et Verratti, ça fait un peu beaucoup. Thiago Motta recouru ce matin avec le groupe, mais sa participation reste quand même entre guillemets. On attend de voir les dernières sensations. Ça pourrait être un renfort de poids si jamais il devait tenir sa place. Mais Paris Saint-Germain qui reste invaincu à domicile depuis 33 matchs européens et qui voudra prolonger cette série. Après avoir, quand on a vu le niveau de jeu qu'ils ont pu proposer avec un joueur en moins à Chelsea, tout est possible, tout reste possible en Ligue des Champions. Également Fred Monaco qui va se déplacer sur le terrain de la Juventus de Turin demain soir, et Monaco qui peut avoir toutes ses chances. Ouais, notamment après son 8e de finale remporté haut la main, du moins à l'extérieur, à Arsenal, 3-1. Monaco qui a vraiment toutes ses chances contre la Juventus. La Juventus qui marque le pas et qui n'a pas préparé de la meilleure des façons ce rendez-vous européen en perdant à Parme, la pire équipe de Serie A italienne, 1-0 ce week-end. Ils avaient peut-être un peu la tête à Monaco. Ils avaient bien fait tourner quand même. Ils nous ont fait le seul. Oui, voilà, un petit peu exactement, c'est ça, ils avaient bien fait tourner. On peut le dire quand même, cette équipe de la Juve qui n'est pas non plus, on va dire, une équipe qui fait trembler, qui peut faire trembler comme le Real Madrid, comme le Barça, comme le Bayern Munich. Donc ça peut laisser quand même des chances pour Monaco d'envisager une qualification. Ouais, une équipe italienne quand même ça reste une équipe très solide défensivement du moins. Offensivement, ouais. Ils ont aussi de quoi marquer des buts. Ils ont quand même Carlos Tevez devant et d'autres joueurs, Vidal notamment. Donc ils ont vraiment des joueurs capables de faire la différence contre Monaco. Je pense qu'il faudra bien gérer ce match aller, pourquoi pas essayer de marquer un petit but. Ouais, tout à fait. Pour savoir que Monaco est plus à l'aise presque à l'extérieur qu'à domicile, en plus des champions. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Andrea Pirlo doit revenir dans le groupe, mais que Paul Pogba est blessé. En même temps, pour Monaco, il y a peut-être plus de monde à l'extérieur pour eux que chez eux, quoi. Mais c'est peut-être pour ça. En fait, à signaler qu'aucune équipe française n'a jamais gagné à la Juventus et que Monaco, en 6 sorties européennes en Italie, n'a jamais gagné. Ok. On espère que ce sera pour demain.
ça serait pas mal. Allez, également, on va faire un petit zoom également sur le FC Porto. Le FC Porto, seule équipe portugaise encore en liste en Ligue des Champions, qui va recevoir le Bayern Munich donc mercredi soir. Le FC Porto, donc seule équipe encore invaincue en Ligue des Champions jusqu'à maintenant, même s'ils n'ont pas encore rencontré de vrais poids lourds, on va dire, jusqu'à maintenant. Et ben on aura le vrai premier test pour cette équipe portugaise face au Bayern Munich. Le Bayern Munich qui rencontre de grosses difficultés en termes d'effectifs, puisqu'on n'a pas loin de 5 joueurs indiscutables qui sont titulaires habituellement, qui seront absents pour ce match aller, notamment Schweinsteiger, Benassia, Robben et Ribéry. Et Alaba. Donc ça fait quand même pas mal sur le 11 de départ du Bayern Munich. C'est peut-être le moment ou jamais pour le FC Porto pour espérer battre le Bayern Munich dans ce match aller, ce qui sera forcément fondamental avant d'aborder ce déplacement à Munich. Le FC Porto qui sera privé quand même également de Jackson Martinez qui ne reviendra pas à temps, et donc Savou Bakar qui assurera l'intérim comme depuis le début du mois, et puis Kelio blessé, donc on l'a dit, avec un Quaresma quand même en assez bonne forme qui pourrait assurer l'intérim également à ce niveau-là. Voilà pour ce match. Que dire après? C'est vrai qu'on l'a vu au niveau des médias portugais énormément. On a beaucoup parlé de ce match de 87, la finale de Vienne, où le FC Porto a battu le Bayern Munich en finale. Mais je crois que les équipes ont un peu changé quand même. Ouais, c'était un des rares exploits de cette équipe portugaise. Mais c'est vrai qu'au niveau animique, les médias essaient beaucoup de communiquer là-dessus pour peut-être espérer une qualification qui serait quand même un exploit. Ce sera un gros exploit parce que le Bayern, c'est les épouvantails avec le Real Madrid et le Barcelone de cette Ligue des Champions. Et tu l'as dit, si Porto doit faire un résultat, ça sera ce soir. Enfin, c'est quand c'est mercredi. C'est mercredi soir. Mercredi avec tous ces absents, parce que le retour risque d'être compliqué. On voit que le Bayern a imposé son niveau. Porto n'est pas favori, mais Porto a une carte à jouer. Exactement. Allez, on va terminer sur un mot de brève avec donc Raphaël qui va nous présenter les brèves de cette semaine. Salut Raphaël. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, on apprend que Hamilton participe au Grand Prix de Chine. Il le remporte devant son coéquipier Nico Rosberg et Sébastien Vettel. Au classement, il conforte sa première place avec 68 points. Devant Sébastien Vettel 55 et Nico Rosberg 51 points. A noter les premiers points du français Romain Grosjean avec la 7e place. Ça fait plaisir d'ailleurs. Tout à fait. Ensuite, il est Paris-Roubaix avec la victoire de l'Allemand, John Degenkolb. Pas grave, nous non plus. La deuxième victoire sur une classique en un mois après Milan-San Remo. Handball, Paris Saint-Germain chez eux le match nul contre les Hongrois de Verprem. Tu parles pas hongrois non plus, a priori. Ils n'ont pas donné beaucoup de chance pour cette première réunion. Donc 24-24, mais c'était le quart de finale aller de Ligue des Champions. Donc ils ont le retour pour pouvoir essayer de se qualifier pour le dernier carré. A noter que Nicolas Karabatic et Cédric Sorrento ont été sacrés champions d'Espagne avec leur club de Barcelone. MotoGP, Marc Marquez, parti en pole au Grand Prix des Amériques, remporte son premier Grand Prix de la saison devant Dovizioso et Valentino Rossi qui avait remporté le premier Grand Prix et qui garde du coup la tête du championnat. A noter aussi que vous pourrez voir une vidéo sur internet de Marc Marquez qui a réussi la pole avec sa moto de river et qui a sauté carrément le mur des stands pour aller récupérer l'autre moto. Une vidéo qu'on verra, je pense, plus jamais. Pour finir, malheureusement, sur une note négative pour le monde du sport et le monde du tennis, car Patrice Dominguez est mort ce week-end à l'âge de 65 ans. Il était notamment ancien numéro 1 français et VTM de la Fédération française de tennis. Voilà, c'est tout pour très bref. Merci. Merci Rafa. Merci Raph, c'était parfait. Allez, on va se quitter sur ce dernier mot donc de Raph. Merci encore une fois à vous Olivier. Merci à vous, merci à votre été présent. Et puis on vous attend auprès de mon Pas de problème. Carrément. Vous êtes les bienvenus évidemment pour
revenir à l'occasion. On sera amené peut-être à vous réinviter dans les prochaines semaines. Ça sera avec un grand plaisir. Et puis on le rappelle, donc vous avez une page évidemment internet, c'est www.histoire.fr. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site pour un petit peu plus connaître l'environnement du club et venir faire un essai pour la section flag ou la section sud-américain. Voilà. Allez, bonne semaine à tous, bonne semaine à vous, Jérémy, Fred, et merci à vous. À bientôt. Salut les gars. Alors bonjour, l'émission La Voix des Poètes, sur Radio Altitude, toujours, et nous continuons donc la découverte de la saga du